Donc on est ravis d'être avec vous ce soir, vraiment, pour l'occasion. Merci mille fois à Maxime pour sa confiance et à Fibois et au collectif des vieux sorciers du Pays de la Loire. On est ravis de finir cette journée avec vous sur une note un peu plus légère, un peu plus ouverte sur plein de matériaux et une démarche de projet qui se veut s'inscrit dans une localité de la ressource qu'on va essayer de vous présenter. Et donc voilà, c'est une présentation qu'on essaye de faire le moins possible de façon un peu professorale. N'hésitez pas à nous couper la parole si vous avez des idées, des choses que vous ne comprenez pas. On essaie d'avoir des échanges avec vous pour que ce soit assez instructif. On n'arrive pas avec des façons de faire clé en main, on est plutôt à poser des débats, des questions, et on apporte malheureusement assez peu de réponses, mais plus vous êtes répondant et mieux ça se passe. Donc voilà, anatomie d'architecture. Je suis donc ce soir avec Raphaël Walter, architecte, et moi-même architecte. Malheureusement, on n'est que 2 sur les 4 qui composent notre coopérative, donc Emmanuel et Alice, qui sont actuellement à Marseille sur des chantiers de construction intercrue. Et ce soir, on va vous parler d'un projet qui s'appelle le Tour des matériaux d'une maison écologique, qui est un ouvrage qui fait suite à un projet de construction et de rénovation en Normandie, avec une vocation de travailler entre les matériaux biosourcés, géosourcés et l'emploi, dans une logique assez militante et assez politisée, avec uniquement des matériaux issus du territoire, et on va vous présenter la démarche de projet que ça suppose. Anatomie d'architecture, c'est quoi? C'est une coopérative qui travaille au quotidien sur 3 axes, 3 casquettes différentes. La construction, la recherche et la transmission. Construction, c'est quelque chose qu'on opère avec nos casquettes et notre compétence d'architecte, souvent, mais pas que, aussi en tant que AMO ou en tant que chantier aussi. On fait quelques accompagnements de construction. Ensuite, on a une casquette liée notamment à notre associé Emmanuel Stern, qui est anthropologue de formation et formé à la construction en terre crue, sur l'anthropologie, qu'on a qualifié plutôt de recherche prospective et large, enquête de terrain, pour comprendre comment construire mieux, de façon plus durable et plus intéressante à nos yeux. Et ensuite, une dernière casquette qu'on a plaisir à faire, c'est celle qu'on a ce soir avec vous, qu'on a appelée de la transmission. On ne sait pas trop si c'est de la vulgarisation, de l'enseignement, plein de choses, des conférences, des échanges, des bouquins, et pas que. Donc voilà. Donc, ce soir, c'est un peu une synthèse de cette casquette architecte et chercheur, enquête de terrain, qu'on va essayer de vous raconter. Au quotidien, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des semaines assez chargées. Le matin, sur chantier, beaucoup de chantiers avec plein de casquettes différentes, souvent des casquettes d'architecte, mais pas que, d'accompagnement à l'autoconstruction. On fait aussi des chantiers écoles un peu partout en France. On a beaucoup de plaisir d'imaginer le chantier comme un endroit où on pratique, où on expérimente, un peu comme un laboratoire vivant. Une partie recherche, qui est aussi passionnante, où ça nous amène à rencontrer des acteurs et des actrices dans des territoires, sur des matériaux, sur des techniques, des savoir-faire qui nous semblent aujourd'hui importants de comprendre et de mettre en lumière. Et cette mise en lumière, elle s'opère dans la 3e phase, qui est plutôt la transmission, qui est pour des conférences, des expositions, mais aussi sur des chantiers écoles où de plus en plus on milite pour une approche un peu inclusive du chantier comme un lieu d'apprentissage. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter des jeunes et des moins jeunes, des femmes, des hommes, des vieux, de plein de natures différentes, pour venir avec nous apprendre auprès de professionnels. Le chantier école, c'est pas un chantier participatif où on vient tous donner un coup de main avec l'huile de coude. C'est vraiment un chantier où il y a un cadre pédagogique avec un objectif de transmission donné par un professeur. Et donc ça rend le chantier un moment de faire et un moment de partage. Bonsoir. Donc oui, ce soir, on va vous présenter un projet particulier, le premier projet qu'on a construit à travers notre coopérative. Ce projet s'appelle le COSTIL, et c'est un projet qu'on a beaucoup de plaisir à raconter et à présenter, notamment parce que c'est un projet dans lequel on a réussi à intégrer les 3 points que Mathis décrivait avant, à la fois celui de la construction. On a pu essayer plein de choses très expérimentales, parfois même hors cadre réglementaire. Ça a vraiment été un chantier qu'on a pu beaucoup suivre de très près, etc. On a pu essayer beaucoup de choses. Il y a eu la recherche qui a été très présente aussi, c'est devenu un projet de recherche, vous verrez pourquoi après. Et c'est aussi un projet qui nous a permis de vraiment
appuyé très fort sur le côté transmission. C'est un lieu qui a été un chantier, un lieu qui a été visité par plus de 300-400 personnes, essentiellement grand public pendant toute la durée de ce projet. Donc on en est très fiers, on est très contents. On est très contents de pouvoir en parler aussi aujourd'hui à des personnes un peu plus professionnelles comme ce soir, mais parfois aussi bien grand public, ou des vieilles dames qui préparent le premier plan pour poser plein de questions, c'est super. Donc voilà. Ce projet, c'est le Costil. Un beau jour de 2020, je crois quelque chose comme ça, Rodolphe Landman nous a appelé et nous a invité à venir visiter ce lieu assez incroyable dans l'Orne, en Normandie, au sud du Pays d'Auge, assez loin de la mer, donc vraiment un endroit assez rural, la vraie campagne normande. Et voilà. Et ce lieu qu'ils ont acquis, c'est donc un domaine qui s'appelle le Costil, qui fait 180 hectares et qui a un endroit assez incroyable, assez exceptionnel, très préservé. Et donc on était assez intrigués, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Est-ce que c'est des espèces de châtelains? Ils vont peut-être faire un domaine de chasse, ou je sais pas comment on y allait. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient pas du tout des intentions de châtelain avec ce lieu. En fait ils ont acquis cet endroit pour en faire à terme et sur le long terme un lieu démonstrateur de plein de pratiques expérimentales, alternatives un peu différentes dans différents domaines. Sur la question de la nature, en fait c'est un lieu où ils veulent pratiquer beaucoup de ce qu'on appelle de libre évolution. Ça consiste à juste laisser la forêt, laisser la nature reprendre ses droits sur des grandes parcelles de plusieurs dizaines d'hectares et observer ce qui se passe. Donc il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place avec des naturalistes, des chercheurs, des spécialistes de la faune, de la flore, etc. qui travaillent autour de ça. Beaucoup de sensibilisation avec le grand public aussi. Le deuxième point, c'est sur la question de la production agricole résiliente. Donc il y a des projets de permaculture, d'agroforesterie, de jardinage forestier, des plantations de vieilles espèces de fruitiers qui se plantent plus aujourd'hui, etc., qui sont en ce moment en train d'avoir lieu sur ce domaine. Et le troisième point principal de ce endroit, c'est celui de l'éco-construction et en espèce de l'éco-rénovation. Parce que sur ce domaine, le Costil, il y a aussi du bâti, il y a une dizaine de dépendances comme ça, et ce grand manoir qui s'appelle le manoir du Costil, et voilà, qui sont tous des bâtiments qui ne sont pas à l'état de ruine, mais qui sont en tout cas pas habitables actuellement, et qu'il s'agit de rendre habitables à terme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on était appelé, c'est pour l'éco-rénovation. Donc on a visité, on a vu ce grand château, on s'est dit ah ok, donc ils veulent habiter dans un château. Voilà. En fait, pas du tout. Ce château, à terme, ce sera un lieu qui va recevoir du grand public, qui va recevoir des chercheurs, des scientifiques, des artistes, des personnes qui vont venir se former à des techniques soit de construction, soit d'agriculture, etc. Et le projet qui nous intéresse ce soir, c'est plutôt cette petite dépendance ici, qui était leur commande, c'est devenu leur maison. Et c'est ça qu'ils nous ont demandé de faire. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était des personnes vraiment bien intentionnées, assez militantes, etc. C'est qu'ils ne sont pas intéressés dans un château, ce ne sera jamais une démarche écologique, mais plutôt intéressés de retaper cette petite dépendance qu'on a trouvée dans cet état-là. Donc ils nous ont appelés, très très jeune coopérative, probablement pour faire des choses différentes, hors cadre, assez jusqu'au boutiste. Et ils nous ont grosso modo laissé carte blanche en disant voilà, on va faire quelque chose on pousse les curseurs assez loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Donc on va proposer un cahier des charges en plusieurs points. Le premier point, c'était celui de vraiment préserver cette petite maison en briques le plus possible. On est dans un coin de l'Orne où il y en a beaucoup des petites maisons comme ça, avec de la brique rouge, de la brique vernissée, noire, etc. En apparence, ces genres de bâtiments, comme on voit dans plein de régions de France, soit délaissés, soit mal rénovés, soit parfois rénovés. Mais en tout cas, il y en a partout, et on voit beaucoup qui sont aussi démolis. Et c'est vrai qu'en travaillant sur ce bâtiment, en le découvrant de tout son lierre, en faisant des sondages, etc., on a appris à lui voir une grande valeur, en fait. C'est toutes ces briques. Aujourd'hui, en fait, des briques de sécurité, on ne serait pas capable d'en produire. Des appareillages de ce type, il n'y a plus de maçon qui peut le faire, à part à des prix exorbitants. Il y a aussi une notion écologique, c'est que, évidemment, si on veut entreprendre une démarche de construction, de rénovation écologique, il faut juste conserver le plus qui est déjà là. On le sait peut-être tous, mais je veux dire, maintenant, il y a des travaux qui le démontrent. Enfin, il y a un travail de l'ADEME récent qui a démontré que la performance à surface égale, en fait, si on rénove
plutôt qu'on construit, on économise 40 fois plus de matériaux en volume que les constructions neuves. Donc c'était un point crucial. Donc on a gardé tout ce qu'on pouvait garder. Le deuxième point, c'est qu'on leur a proposé de faire tout ce projet de rénovation en traçant un rayon imaginaire de 100 km autour du projet, et on s'est dit, un peu arbitrairement, tiens, si on essayait de construire qu'avec ce qu'on trouve dans ce territoire. Ils ont validé cette idée. Voilà. Ce truc, c'est que quand on décide de proposer ça à des clients, en fait, le projet de construction se transforme en projet de recherche, et c'est là où le potentiel de recherche s'est vraiment activé. C'est que quand on ne peut pas sortir de ce rayon, on ne peut pas aller chez Castorama, on ne peut pas aller chez Point P, on ne peut pas aller chez Gédimat, on ne peut pas utiliser du béton ciment avec des ferraillages, on ne peut pas utiliser des ITE industriels, etc. Donc, c'est devenu un projet qui nous a amené à passer beaucoup de temps dans cette région pour trouver un substitut à chacun des matériaux qui seraient venus d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a écrit un livre, c'est la raison pour laquelle on vous en parle ce soir. Et c'est vrai que ce projet, vous allez voir à quoi il ressemble. Et pour nous, il ressemble avant tout à ça, plus qu'à un produit fini architectural et plastique. Et ce bouquin, ce qu'on fait aussi, c'est pour, quand on cherche tous ces matériaux localement, on découvre des filières, des personnes assez incroyables, qui sont souvent des personnes assez hautes en couleur, qui portent des choses parfois tout seuls, et qui méritent vraiment d'être racontées. Et c'est assez fascinant de se dire qu'à cet endroit-là précis en France, on a trouvé tout ça, et probablement qu'un peu partout, on trouve le même genre d'initiative, peut-être de façon un petit peu différente en fonction des latitudes. Mais en tout cas, voilà, c'est pour nous ce qui représente vraiment le plus de projets. Réactualiser des savoir-faire anciens. C'est vrai que c'est un point aussi important dans l'usage des matériaux locaux et du travail avec le bâti existant, de s'inspirer en fait de ce qu'on a juste simplement observé dans le périmètre autour du bâti, dans les villages voisins. On voit bien en fait que quand on travaille avec de la brique, avec du colombage, du torchis, quelque chose qu'on voit absolument partout dans ce coin de la Normandie, on ne peut pas venir accoler à ces techniques constructives des matériaux industriels, des matériaux très lourds, des fondations très lourdes. Si on ne veut pas déstabiliser le bâti ancien et si on veut composer avec et ne pas l'endommager, on est obligé en fait de travailler avec de s'inspirer de ce qu'ils faisaient avant, quitte à le réactualiser pour respecter aussi les standards de confort du XXIe siècle. Voilà, en parlant de confort aussi, il y avait le point de... c'est pas parce qu'on rénove un peu à l'ancienne avec des matériaux anciens, etc., qu'on ne peut pas imaginer avoir un confort à la hauteur. Donc il y a toute une logique bioclimatique aussi, d'ouverture, d'occultation, d'ajouter de la masse dans le bâtiment en même temps que d'isoler, d'être dans des logiques plutôt de perspirance, d'avoir des murs avec assez peu de membranes, assez peu de couches, plutôt dans des trucs où en fait on est dans des solutions où on a le confort vraiment global du bâtiment. Et organiser des chantiers écoles, c'est plus sur le volet transmission. On a eu l'occasion à travers ce chantier, grâce au fait que c'est un outil qui permet, de par sa nature, d'accueillir du monde sur place, d'organiser 2 chantiers écoles qui ont lieu à l'été 2021 et 2022, dont on parlera un petit peu plus tard. Et partager et transmettre, ce projet il a fait l'objet d'une exposition qu'on a présentée en Normandie, qui est en train de se balader un peu partout en France aujourd'hui. Elle était à Montpellier, elle sera présentée à Lyon à partir de l'année prochaine. Voilà. Et ça a aussi fait l'objet de cette exposition. On a vu ce bouquin dont on est très fier et qui est sorti il y a un mois. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Plus il y a des retours et plus c'est intéressant. Donc voilà, 6 slides qui présentent 18 mois de chantier assez éprouvants, où quand même pour mener à bien ces recherches de matériaux, ces recherches de savoir-faire et de mise en œuvre, et pour mener à bien ce projet, ça nous a valu quand même de s'installer plus ou moins sur site pour accompagner le bon déroulé des travaux, avec les entreprises aussi, donc c'était 18 mois assez intenses, où le cahier des charges de départ, c'était donc de rénover tout ce qu'on pouvait rénover à partir de la brique de terre cuite existant, de faire un curage de tout ce qui devait être déposé, et en désordre avec des pathologies, ce qu'on voit sur l'avril 2021. Une fois qu'on a fait un sondage de qu'est-ce qu'on peut garder comme mur existant, on vient insérer une boîte qui supportera 2 niveaux, qui était malheureusement pas, on ne pouvait pas la faire supporter sur le mur de briques de terre cuite existant parce que les murs étaient pas assez solides et trop friables.
Donc on a fondé une boîte dans le volume capable existant, pour ne pas grapper de la terre végétale, qui accueillera donc les espaces de nuit, donc les 2 chambres de la petite fille Aska et des parents Rodolphe et Yoshimi, avec une petite salle de bain. Le volume à l'ouest, lui, en brique, il est rénové de façon un peu cathédrale pour un séjour salle à manger cuisine, qui viendra vraiment dans le respect des règles de l'art, être rénové avec un rejointement de briques par l'extérieur. Et voilà, donc on se retrouve avec 2 volumes, un espace de jour, un espace de nuit qui cohabitent. Il y a une petite histoire un peu narrative qu'on raconte parce que c'est un peu le déroulé du projet, mais qui nous intéresse assez peu finalement ce soir. C'est pourquoi cette forme, pourquoi cette caractérisation spatiale. Il y avait une volonté de lui qui vient de Mayenne, qui est de fils maçon, elle qui est de biochimie japonaise et de fille de charpentier de temple Shinto, et c'était un peu la rencontre des deux. Enfin bref, cette histoire un peu poétique qu'on leur a racontée. Mais finalement, ce bâtiment tel que vous voyez sous les yeux, qui a eu un peu de succès, il a été beaucoup publié, on est assez content. Mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de pouvoir se dire ah, on peut faire de l'architecture qui ressemble à quelque chose de conventionnel, qui plaît à l'œil, parce qu'on comprend. Parce qu'en fait, derrière ces murs, il y a par exemple des enduits à base de bouse de vache, et on est trop content de pouvoir se dire que ce qu'il faut regarder, c'est pas ces enduits blancs qui composent nos maisons, mais c'est vraiment ce qui se passe dans les murs. Et c'est là où, entre guillemets, en tant qu'architecte, on a une vraie responsabilité. C'est sur la prescription des matériaux et notre certitude de nous par rapport à ce territoire. C'était qu'en trouvant des matériaux localement, on était certain qu'il y ait des retombées économiques locales aussi, et que ce projet aurait des bénéfices territoriaux. Donc ce qu'on vous raconte ce soir, c'est plutôt une histoire de vie, une histoire de chantier, et une histoire de matériaux qui composent ce chantier. C'est l'histoire d'un chantier un peu hors des clous, où tous ensemble on décide de faire un pas de côté, ce qui fait que dans la logique inter-entreprise qu'on peut avoir de façon assez récurrente sur un bâtiment, où il y a souvent des problèmes entre le charpentier et le maçon, ou le couvreur et le maçon, enfin, là, on a vu au quotidien le charpentier travailler main dans la main avec le couvreur, travailler le main dans la main avec nous architectes, qui travaillaient aussi avec les maçons, et tout ce beau monde, avec les clients, était dans une partie prenante d'un chantier assez engagé, très solidaire, et qui se passe quand même très bien dans la question de l'interface et des lots, où quand on décide de faire ce pas de côté, on est tous responsables de ces ouvrages, et donc on essaie de faire au mieux pour que le chantier se passe dans les meilleures conditions. Et pour nous, ça a été très intense, évidemment, 18 mois sur site, presque à faire que ça, mais aussi très enrichissant d'apprendre au jour le jour avec les entreprises, et de découvrir que ces matériaux ont des vies, ont des histoires, et ont des applicateurs non, mais des gens qui les maçonnent et qui les posent à la fin. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue coupe? On s'est rendu compte qu'on a identifié 8 matériaux principaux qui composent 99% du bâtiment, qui partent des fondations jusqu'à la couverture, et l'idée c'était, comme le disait Raphaël, de sourcer de façon arbitraire tous ces matériaux dans un kilomètre de 100 km autour du Costil, donc ça donne ça, avec quelques écarts notamment pour aller chercher du châtaignier chez Hubert dans la Rennes. Donc il y a eu quelques petites écartades parce qu'il y a vraiment des matériaux qui nous plaisaient, des histoires qu'on voulait raconter avec ces porteurs de projets. Mais globalement, on peut aujourd'hui se dire que l'immense majorité des matériaux qui composent ce projet, que vous avez sous les yeux, provient d'un kilomètre de 100 km autour du projet. Donc c'est faisable, on peut, ça nécessite un peu d'effort, ça nécessite un peu d'argent même, mais on peut se dire qu'on peut espérer que le futur de la construction demain relocalise l'acte de construire dans une empreinte territoriale. Ces 8 matériaux, qu'est-ce que c'est? On va les découvrir ensemble. C'est de la brique jusqu'au bardage final, c'est du gros œuvre jusqu'à la finition. Ils ont une vie, et le projet de recherche qu'on a mené avec Raphaël, Emmanuel et Alice, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on trouve derrière une brique, quelle est l'histoire constructive, quelle est l'histoire du territoire, qu'est-ce qu'elle raconte, et de pouvoir avoir ce fil narratif, ce récit derrière chaque matériau, et de comprendre sa provenance, sa mise en œuvre, et quelles sont ses retombées dans le territoire, positives ou parfois négatives. Et on l'a découvert notamment avec la brique. Ah, il y a une vidéo qui devrait ça. Mais elle ne marche pas, je crois. Si. Peut-être qu'il n'y a pas de vidéo. Il y a pas de vidéo. Si tu peux me mettre la vidéo. Ah oui, avant de se lancer dans les 8 matériaux, il y a une petite vidéo de... Le film, on a eu la chance pendant tout le chantier d'avoir un photographe qui nous a suivis et qui a fait des captations visuelles, qui a monté un film de 1h30 qu'on ne va pas vous montrer ce soir parce que c'est un peu long, mais par contre on a fait un bout à bout un peu sommaire avec nos piètres compétences de monteur. C'est 2 minutes et ça permet juste de visualiser un petit peu de quoi on parle dans la phase chantier. Mais est-ce que tu vas le trouver quelque part, je pense? Il n'y a plus de wifi. Est-ce que vous avez des questions? Ça serait le moment où vous posez des questions. Aucune question? Oui, une question. J'ai juste une question sur l'accompagnement.
de faire du mieux qu'on a pu avec la MAF. On va le voir. En fait, très rapidement, ça pose la question des fondations. Et on va le voir aussi. La question des fondations, c'est un peu le point de départ du projet. Le point de départ, où conjointement avec les clients, nous et les entreprises, on décide de faire au-dehors du cadre assurantiel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'un point de vue théorique, imaginez que nous, en tant qu'architecte, on construisait pour 10 ans un bâtiment, ça nous semble complètement absurde. En fait, on a des conséquences sur l'environnement qui sont beaucoup plus lointaines et beaucoup plus impactantes. Pour les clients, ils ne veulent pas une maison qui dure 10 ans, en fait, pour eux, c'est absurde. Et on s'est rendu compte que cette décennale aujourd'hui, elle favorisait finalement des matériaux qui duraient 10 ans, et que nous, on n'était pas du tout dans l'objectif de construire un bâtiment pour 10 ans. Donc on a fait ce pas de côté, vraiment, donc on n'est pas du tout assuré sur ce projet, ce qui est une bêtise, ce que je ne recommande pas du tout, et c'est à refaire, on ferait différemment. Mais là, dans le cadre d'un premier chantier, dans cette dynamique qui s'était opérée, on a fait ce choix-là, militant, de faire un chantier en début. L'avantage de la quenouille, c'est qu'elle est faisable, je dirais, avec très peu d'énergie, très peu de mécanique. Allez, mettez vos casques. Mais un cheval, il a une plus-value écologique, il a une plus-value sociale. Et ces deux plus-values-là, elles sont jamais comprises. Jamais, jamais, jamais. Le contrepoids tire, tout ça, et je tourne. Cool. Ouais. Alors, je te laisse remettre à zéro. Et donc vous avez pu l'entreapercevoir dans les 2 minutes qui présentent 8 matériaux. Mais ce projet de recherche qu'on va vous présenter ce soir a pour objectif d'un constat qu'on s'est posé tous les quatre de prime abord, de finalement, il y a des outils scientifiques qui existent. On parle souvent d'ACV, d'analyse du cycle de vie, j'imagine que vous connaissez ça. Mais c'est des outils qui parlent très peu au grand public. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut aller rendre sensible des choses qui sont aujourd'hui dans une technicité qui est loin du grand public et du commun des mortels. On a tendance à vulgariser la construction pour avertir le grand public sur les conséquences que ça suppose de construire avec tel ou tel matériau. Et donc cet outil de l'ACV nous semblait complètement indispensable à bien comprendre pour pouvoir utiliser avec précaution telle ou telle ressource. Ce projet de recherche, il se veut comme une vulgarisation d'un analyse du cycle de vie où on est parti à la recherche des gisements, de où est-ce que les matériaux proviennent, puis après de la transformation dans des ateliers, dans des usines, dans des carrières, dans des scieries pour savoir comment la matière est transformée, par qui et comment. Ensuite, on va sur chantier pour comprendre comment elle est mise en œuvre, qu'est-ce que ça suppose, combien ça coûte, est-ce qu'il faut du temps de séchage, tout ce que ça suppose de construire avec des matériaux locaux. Et ensuite, une phase un peu plus prospective qui est, pour les habitants, leur vie, finalement, dans cette maison, qu'est-ce que ça représente, de la raconter avec des dessins dans le cadre d'une exposition ou d'un travail de recherche. Et une dernière phase qu'on appelle Versus, qui est, elle, à plus de 50 ans, si on fait ce choix-là du matériau local et si on ne fait pas un choix d'un matériau qui a fait 10 fois le tour du monde pour arriver sur le chantier, qu'est-ce que ça a concrètement comme application dans nos vies respectives. Et donc on a eu, sous forme de dessin, à la fin, des versus, des comparaisons entre des solutions biosourcées de l'emploi local et des solutions conventionnelles. C'est ce qu'on va essayer de présenter avec les vues matérielles. Dans la version un peu
parce qu'il ne nous reste que une demi-heure pour pouvoir raconter tout ça. Donc le premier matériau du projet, c'est logiquement la brique, qui est le matériau du déjà là, de ce avec quoi on a dû proposer pour ce projet. Donc on est sur 0 km pour l'essentiel. Comme je disais un peu tout à l'heure, la brique, ça a vraiment été le matériau qui a été le point de départ de tout le projet. Ça, c'est un des dessins dont on parle depuis tout à l'heure. Il y en a 30 comme ça qui racontent l'histoire des matériaux et leur agissement jusque sur le chantier. Et dans notre expo, dans notre bouquin. Je vous montre ça en premier parce que c'est juste pour dire que toute la forme du projet, toute son organisation, etc., a vraiment été fonction de qu'est-ce qu'on a réussi à sauver de la brique. En fait, ça a été beaucoup de travail d'essayer d'anticiper ce qu'on allait pouvoir garder, remailler, consolider, ce qu'on allait pour pouvoir concevoir le projet d'archi autour de ce qui nous restait comme brique et pas l'inverse. Et du coup, ce qui nous restait, c'est l'essentiel, sauf les pignons ici, ce mur en façade sud qui était beaucoup trop endommagé et qui était attaqué par des racines et qui s'effondrait et qu'on a démoli, plus exactement qu'on a démonté puisqu'on a récupéré 2500 briques qui prenaient de ce mur pour en faire plein d'autres choses. Et voilà, donc c'était vraiment le point de départ. Pour des raisons patrimoniales, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'était en fait des appareillages, des choses qu'on pourrait plus se permettre de faire aujourd'hui. Franchement, on a dû solliciter au moins 5 ou 6, voire 7 entreprises de maçonnerie locales pour leur proposer de travailler sur ce projet. Sur place, on s'est dit en Normandie, il y a des briques partout, on va trouver des maçons qui bossent avec de la brique sans problème. Et en fait, la réponse qu'on recevait essentiellement, c'était franchement, vous ne voulez pas juste faire reconstruire une mur en parpaing, on vous fait un petit doublage. Après, je peux vous faire de la brique si vous voulez, mais bon, ça sera 700 balles du mètre carré, et faites le calcul. Voilà. Donc, en fait, pas si simple que ça. Pour trouver des maçons qui sont partants pour travailler avec de la brique, avec du bâti ancien, qu'il faut reconsolider avec vraiment de la couture comme ça, comme on voit la landrie en train de refaire un remaillage entre les deux parties du bâtiment, pas facile à trouver. On a dû faire appel à une équipe de maçons qui aime énormément le bâtiment ancien, qu'on avait rencontré grâce à un premier projet qu'on avait fait quelques années qui s'appelait le Tour de France des maisons écologiques. Et grâce à un projet qu'on avait visité, on avait comme une landrie qui est venue avec d'autres maçons, etc. Enfin, tout ça pour dire que ça n'a pas été si facile de trouver. Donc en fait, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est déjà difficile de trouver des maçons qui sont malheureusement souvent applicateurs de matériaux industriels. C'est encore plus dur de trouver des maçons qui aiment faire ça. La conservation de cette brique, c'était aussi pour des raisons écologiques, j'en parlais tout à l'heure, sur l'économie d'usage de matériaux dans la construction, ce qui est déjà là. C'est aussi parce que la brique, en soi, n'est pas du tout un matériau écologique. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est dans la famille des géosourcés, mais en fait c'est beaucoup plus dans la famille des matériaux de réemploi, que c'est intéressant d'en parler ce soir. Et c'est vrai qu'aucune des briques qu'on a démontées ou déposées, nettoyées, etc., n'a été jetée pendant le chantier. On a fait l'exercice de visiter une briqueterie artisanale qui s'appelle la briqueterie des Chevetières, qui est une des dernières briqueteries qui fonctionne comme au 19e siècle et qui se trouve en Normandie, à peu près 60 km du projet. Ils font des briques à l'ancienne, comme on en voit partout dans ce coin-là de la France et dans d'autres régions aussi. Quand on voit ce que c'est la consommation de bois pour cuire des briques pleines à l'ancienne, je crois qu'ils ont une production toute petite de briques, 15 000 par an, c'est de quoi faire grosse maison et demie, un truc comme ça. Et ils brûlent, pour faire ces 15 000 briques, combien de stères de bois? 60 stères de bois, essentiellement du chêne qui provient de charpente, qui récupère de maisons démolies dans la région. Enfin, c'est colossal, à la fois en consommation de matériaux, en émissions de CO2, de microparticules, enfin voilà. Les briques pleines, aujourd'hui, quand on regarde les ACV justement, qui sont plutôt fabriquées au gaz, elles ont à surface d'application égale un bilan en gros qui est 3-4 fois supérieur à celui du parpaing. Donc voilà, donc c'est juste une précision de dire que ça n'a pas de sens de construire neuf en briques pleines en fait. C'est vraiment un matériau. L'autre point, c'est aussi ou la question écologique, c'est la question de la valeur. Les briques anciennes, aujourd'hui, ça coûte assez cher, il faut pouvoir se permettre d'en mettre dans un projet, et quand c'est le cas, c'est souvent en parement, c'est souvent en façade, parce que c'est assez onéreux. Et de la brique comme ça,
La brique ancienne, on les a pas achetées non plus parce que c'est un matériau ces briques-là, telles quelles, juste palettisées comme ça, elles ont déjà de la valeur. On a rencontré beaucoup de personnes sur ce territoire qui étaient dans des filières précaires, qui mangeaient à peine à la fin du mois, etc., et qui vraiment portaient des trucs par conviction. On a rencontré une personne qui mangeait très bien et pour qui tout allait bien, c'était quelqu'un qui était dans ce coin-là qui propose à des agriculteurs d'aller sur leur propriété, démolir des petites dépendances en mauvais état, gratuitement, en échange de récupérer les briques, récupérer les bois, récupérer les menuiseries, des trucs comme ça. Et ces briques, il les récupère pour 0 €, il les stocke, et il les vend en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, et il les vend 3, 4, 5 € la brique. Quand on dit qu'une maison de à peu près 100 mètres carrés, c'était 15 000 briques. Donc tout allait très bien pour lui. Donc voilà, d'où juste, et c'est un truc qu'on raconte beaucoup aussi, c'est de l'importance de protéger notre petit patrimoine en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont autant et qu'on réapprenne à avoir sa valeur aussi, quoi. Et ces briques nous ont servi, grâce à cet emploi, d'organiser le second chantier école de ce projet, qui est un projet qu'on a fait de terrasse. On a passé 2000 briques, quasiment la totalité de la façade, la partie de la façade sud qui a été démontée, pour faire une calade à sec. C'est une technique de terrasse sans dalle, juste sur un lit de sable, qui consiste à prendre les briques et les poser sur champ, et après on peut faire plein de motifs différents. Là on a fait un chevronnage, on a aussi utilisé des tomates pour faire des petites frises autour, etc. C'était une semaine de chantier avec 8 bénévoles, plus 2 encadrants, atelier Keep It qu'on adore, et voilà. Voilà. C'est en même temps le genre d'ouvrage qui est très adapté au chantier école. Après c'est beaucoup de main d'œuvre, c'est beaucoup de juste transformation et d'huile de coude. Donc c'est voilà, typiquement le genre de choses qui est adapté aussi dans le fait d'ouvrir un chantier à tous et plus largement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y aura pas tant de questions à la fin, hein. On ne pourra pas. Donc c'est maintenant ou jamais pour... Le robinet. Le robinet, c'est le deuxième matériau. C'est un matériau qu'on a découvert au fil de nos études, de notre appropriation territoriale, de se promener de chantier en chantier, de maison en maison et de jardin en jardin. On a découvert les piquets de clôture en robinet, qui sont très fréquents dans le pays d'Auge, qui permettent de protéger des champs avec des voiries. Et en discutant, en montant le fil de ce matériau, on s'est rendu compte que le robinet était un des seuls bois aujourd'hui en France qui permettait d'être mis dans le sol et de résister entre 40 et 60 ans aux intempéries, à la lune, au soleil, au vent. Et donc c'est une très bonne résistance. Malheureusement, il n'y a aucune filière du bois de robinet qui existe en France. C'est un bois qui ne peut pas se cultiver parce qu'il ne se plante pas. C'est un bois par essence qui drageonne et qui repousse spontanément. Donc on trouve dans la forêt des poches de robinet qui sont souvent pas du tout exploités par les forestiers, sauf dans le cas de Franck Sarrazin, qu'on voit pas là. Mais Franck, c'est un bûcheron-scieur qui récupère ses piquets pour les vendre à des haras ou à des agriculteurs. Donc on est venu le voir avec cette commande un peu particulière d'acheter 14 pieux de bois de 3 mètres de long sur 30 cm de diamètre, à la modique somme de 80 € le pieu, pour les mettre dans le sol et fonder le projet de l'ossature bois sur ces pieux en fondation ponctuelle qui permettait, on le voit ici, d'être implantés au nord et au sud et supporter la maison sans toucher les murs, qu'on a conservé juste par souci esthétique, comme un parement extérieur, comme un bardage, comme une trace de l'histoire, mais qui n'assure en rien la stabilité de l'édifice. Donc voilà. Pourquoi des fondations? Oui. Vous allez répondre, mais comment vous avez calculé ces dimensions de pieux en particulier? Alors, c'était une très très longue et vaste question, on va essayer de répondre. Pourquoi avant tout des pieux? Parce qu'aujourd'hui, et notamment après le Tour de France des maisons écologiques qu'on a réalisé en 2018, tous les trois avec Raphaël et Emmanuel, on a découvert qu'on parlait beaucoup de maisons en chaume, de maisons en roseau, de maisons en chanvre, de maisons en paille, qui avaient la cote au biosourcé, tout le monde parlait que de ça, que c'était très bien. Mais que souvent, quand on faisait des analyses un peu précises de ces maisons, on avait des maisons en paille porteuse magnifiques, on se retrouvait avec des dalles ciment, des fondations en long green qui n'étaient pas possibles dans le sol, et qu'il y avait beaucoup plus de ciment dans ces maisons que de paille, et donc il fallait faire honnêtement une dissection de chaque projet pour comprendre quels sont les matériaux qui composent ou non les murs et les fondations. Les fondations, c'est un point nord dans le bâtiment, c'est un point d'irréversibilité. Quand on commence à arriver sur un site, pour décaisser le site, excaver de la terre, couler du béton de ciment,
On sait que quoi qu'il arrive, aussi bien sur les matériaux qui suivent, on a un impact très négatif pour les générations futures. On laisse de la pollution dans le sol à nos enfants, que personne ne souhaite et qu'on n'a pas voulu avec les clients. Les clients veulent un bâtiment qui soit compostable, qui puisse, si dans 50 ans ils ne sont plus en vie, le bâtiment retourne à l'état de sol, et c'est très bien comme ça, et ils ont la certitude de laisser à leur petite fille Aska qui a 10 ans un terrain vierge et pas un terrain bourré de pollution. Donc pour eux, c'était important de ne pas venir fonder, excaver et mettre du béton de ciment ces fondations. Une fois qu'on décide de faire autrement, on réfléchit un petit peu, puis effectivement on se dit, tiens, il y a cette question des micropieux, des technopieux qui existent, qui sont des fondations qu'on peut retirer après, qui sont donc réversibles et qui nous intéressent, mais c'est de l'acier, c'est un instrument d'Afrique noire, on n'a pas envie d'utiliser ces matériaux. On va en fait faire ce qu'on a fait toujours depuis 1950 jusqu'à l'époque médiévale qu'on retrouve, c'est des fondations en pieux de bois. Et de recherche en recherche, notamment grâce à une thèse de Jérôme Christin, on a rendu compte qu'à Venise, à Versailles, à Chambord, à Nantes d'ailleurs, tous les bâtiments sont faits sur le pieux de bois depuis toujours, que ça fonctionne bien, même très bien, peut-être même beaucoup mieux que le béton de ciment, et qu'on ne sait pas pourquoi, mais on a oublié cette technique, on a oublié de se dire que c'était raisonnable de mettre du bois dans le sol et de fonder le bâtiment par-dessus. Une fois qu'on a eu cette petite idée-là de « Ah, en fait, on pourrait mettre du pieu de bois dans le sol », là arrive la partie R&D un peu plus costaud de « En fait, comment on fait clairement ». Donc on potasse la thèse de Jérôme Christin de 500-600 pages pour comprendre un peu les techniques médiévales sur l'implantation et la battue des pieux de bois dans le sol. On se rend compte que c'est très bien, très nourrissant, très riche en enseignements, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment le faire. Qu'il faut qu'on se rapproche du charpentier, parce qu'à la base c'est du bois, c'est une essence forestière, donc on se dit c'est avec le charpentier qu'on va travailler cette question-là. Donc le charpentier étudie l'analyse du géotechnicien sur l'étude des sols, il nous fait une descente de charge et il nous donne ses préconisations d'emploi. Le bois, on le sait dans la construction, il a besoin d'être ventilé le plus possible pour ne pas développer de champignons. En fait c'est une erreur fondamentale. Il ne faut jamais faire de pieux de bois avec un charpentier, parce que c'est une technique de maçonnerie et qu'on a dû changer le braquet complètement au cours des études pour discuter de ça avec le maçon, qui nous a dit, ah, en fait non, pas du tout. Si on suit la thèse de Jérôme Christin, il faut enfoncer le pieu de bois dans le sol, l'immerger dans un milieu naturel et constant, qui soit dans l'idéal humide, et qui puisse préserver ses qualités sur 100 ans, 200 ans, 300 ans. Surtout pas ventiler le pieu de bois, parce que c'est justement là où il y a la ventilation s'opère, que les attaques fongiques arrivent, que les moisissures apparaissent. Donc, ça c'était pour la petite partie comment on fait la R&D. La mise en œuvre, c'est avec le pépiniériste qui a l'outil, la tarière agricole et qu'on vient battre. Mais voilà. Aujourd'hui, vous le voyez là, on a fait un feu, un grand feu avec des voliges d'un bâtiment. On voit là derrière. On a retiré quelques lattes et on a fait un grand feu pour se rassurer. Beaucoup. On a eu un peu d'inquiétude quand même à fonder un bâtiment sur des pieux de bois. On n'était pas certain de quel moment c'est une bonne idée ou pas. Donc on a vraiment fait ceinture, bretelles, bref. Et brûler le bois, c'était une aberration. Personne ne fait ça, on l'a jamais fait. C'était pas nécessaire. À part Raph qui est un peu pyromane et qui adore faire des grands feux, franchement, genre, c'était pas... Alors, on a appris par la suite, dans nos recherches pour l'écriture du bouquin, qu'au Moyen-Âge, ils laissaient même l'écorce à l'extérieur des troncs. On a enlevé l'écorce et même essayé d'enlever tout le cambium, etc., pour ne pas trop donner à manger aux insectes, aux champignons, aux parasites, etc. Et en plus de ça, on la carbonisait en disant que ce serait vraiment le dernier rempart à tout ça. Et donc voilà, oui, enfin peut-être que c'est dommage que je suis pas sûr que dans cette présentation on ait le détail de comment sont finis les pieux. Et en gros, quand ça s'arrête ici, c'est pas l'étape finale du tout, c'est quand le pieu en fait c'est pas du tout des fondations sur pilotis, encore une fois. Une fois que les pieux sont comme ça, en fait on les coupe à ras. Et par-dessus, on vient créer un petit soubassement en chaux et silex sur lequel il y a eu on a couronné le soubassement avec des briques, puis la lisse en chaîne de la dalle bois est venue se poser dessus. Voilà. Et en fait, il faut vraiment que ces têtes de pieux soient scellées et qu'elles soient vraiment dans le sol. Parce que sinon, il y a des risques en fait, de changement d'état entre humide et sec, et c'est là que les pieux en fait, peuvent se détériorer, les désarder, etc. Donc si on regarde par exemple les fondations de Chambord ou de Chenonceau qui sont en bord de Loire, c'est des fondations sur pieux de bois, et c'est des fondations qui ont maintenant 400, 500 ans, si mes calculs sont bons, et qui sont un peu inquiétants aujourd'hui, parce que
je pense que vous le savez très bien, mais il y a des crues et des décrues de plus en plus exceptionnelles sur la Loire. Enfin, on a tous vu la Loire à sec l'été dernier, puis celui d'avant, et puis ça risque de revenir. Donc, ce qui se passe, c'est que pour la première fois depuis 500 ans, ces pieux qui étaient dans l'eau non-stop et qui n'ont pas bougé se retrouvent à être à l'état sec en cas de décrue à humide en cas de crue, comme ça n'a jamais été le cas. Du coup, ça devient inquiétant. Enfin, c'est juste pour illustrer le fait que, grosso modo, les fondations en bord, on n'a même pas d'idée de combien de temps ça peut tenir, ça se compte en milliers d'années, simplement à cette condition-là. Voilà. Et donc, juste là sur l'ACV, l'année de cycle de vie, on se rend compte que de la forêt à 18 km du chantier, on débarque le bois, le forestier nous l'amène directement sur chantier, on le plane à la main avec des planes manuelles artisanales, les 14 pieux, ensuite on les brûle, on fait un chanfrein pour pouvoir les enfoncer, et après à terme on fait un premier trou avec une tarière agricole sur 50 cm pour enlever la couche de remblai, et ensuite on vient les battre doucement mais sûrement dans l'enceinte du bâtiment. C'est-à-dire que l'analyse du cycle de vie là, elle est claire, elle est simple, elle est lisible, on peut la raconter facilement. Il y a assez peu d'intervenants, et l'argent qu'on dépense, entre guillemets, les 85 € pour acheter le peu de bois, en fait c'est de l'argent qui retourne directement dans la poche du forestier, débardeur et bûcheron, et qui nous permet d'être certains qu'on a des retombées territoriales financières qui pour nous sont très importantes de sourcer et d'identifier précisément. Surtout quand c'est l'argent d'un boulanger parisien qui débarque en Normandie. Pour nous, c'était vraiment du sens d'être très vigilant par rapport à ces dépenses-là et de cette responsabilité, j'insiste, par rapport à la prescription des matériaux. Est-ce que vous avez des questions? La profondeur du pieu, en fait, parce que vous les battez jusqu'à prendre résistance, sans doute, c'est plus possible, ou c'est parce que 3 mètres, c'est ce que vous aviez établi, et puis peu importe. On a fait des études de sol avec... alors, à l'époque, on les battait jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à les battre. La résistance était la bonne. Là, on a fait l'étude de base sur la descente de charge vis-à-vis de la géotech, enfin de la G2 Pro, sur la profondeur des micropieux. On sait que la micropieux avait une résistance qui était certainement... Enfin, en gros, on a pris la même chose qu'on a reporté dans le sol et on est arrivé à 2,50 m de profondeur. C'est micropieux de béton. En gros, pour répondre à ta question il y a 20 minutes, un peu plus précisément, on a travaillé avec des géotechniciens et un bureau d'études qui était intrigué par le projet et qui nous a aidé, qui a fait un calcul avec des pieux de taille similaire, mais comme s'ils étaient en béton. Voilà. Pas d'autres questions? On peut aller un peu plus vite. Ouais. Bah, juste une chose sur le glace quand même, que vous avez sous les yeux, mais j'imagine que ici, dans cet endroit, vous êtes tous sur toute la question de la filière, on va peut-être pas refaire le topo. Sauf que comme il y a une chose qui nous intéresse nous particulièrement, c'est ces écharpes-là. La construction de bois, effectivement, aujourd'hui, c'est une construction qu'on identifie comme une construction écologique. Oui, mais en fait, non, pas que. La provenance du bois est capitale, de bien identifier d'où ça vient. Là, c'est du Douglas qui vient d'une forêt raisonnablement exploitée à 15 km du chantier. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la construction de bois, malheureusement, c'est construire avec du bois, c'est construire avec des tonnes et des tonnes de membranes, de plastique, de scotch, de vis, et qu'aujourd'hui on le déplore, on essaie de revenir à une logique constructive beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus de bon sens paysan, entre guillemets. On aspire à faire des couches monomures qui pourraient se passer de membranes plastiques, de pare-vapeur, de frein de vapeur ou de pare-pluie. Et donc on a réfléchi à un complexe de murs, contreventé avec du bois massif brut non traité, qui est du bois Douglas, et qui permet d'accueillir un remplissage intérieur où un enduit nous fait l'étanchéité à l'air, et à l'extérieur, un enduit chaussable nous fait l'étanchéité à l'eau. Et donc voilà. Et en fait, on n'invente rien, c'est du pan de bois traditionnel inspiré du colombage. On faisait ça depuis toujours, et on essaye de revenir à cette logique-là de mur monocouche pour arrêter cette segmentation d'un mur aujourd'hui où, je sais pas, la construction de bois, c'est 15, 16, peut-être 17 couches minimum pour chaque matériau à sa fonction. Et ça ne nous convient pas totalement de garantir, en revenant à la décennale sur 10 ans, l'utilisation d'un bâtiment où juste une membrane plastique, un pare-pluie assure pendant 10 ans, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après 11 ans ou 12 ans, on n'en sait rien. Et ce ne sont pas très honnêtes de proposer ça à des habitants. Donc voilà, on va rester sur ce principe-là. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais.
c'est pas la peine de faire un topo sur les ravages du Douglas et du résineux en France sur l'exploitation forestière intensive qui s'est généralisée et sur la nécessité de continuer de mélanger les forêts feuillus résineux et de ne pas dessoucher, de laisser... Bon, voilà. Je pense que ce serait un peu redondant. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure avec qui j'en parlais, qui me disait que c'était que 2% de la forêt française de Douglas. Peut-être qu'il y a un débat à ouvrir sur le pourcentage que ça représente, mais c'est vrai que l'expérience en traversant une forêt Douglas, cultivant une sylviculture intensive, ça serre un peu le bide et on se dit mince, il faudrait faire attention quand même à la ressource de nos forêts. C'est primordial pour construire avec intelligence. La seule chose qu'on peut dire, et on n'a pas fait grand-chose voilà, en faveur de ça, c'est juste que par contre un truc qu'on sait, c'est que le nombre de scieries en France diminue drastiquement, que les scieries locales et familiales ferment chaque jour. Je ne me souviens plus exactement du chiffre, il est quelque part dans ce livre, mais je n'ai pas le temps d'aller chercher. Mais les scieries se massifient, deviennent plus grosses, sont de plus en plus adaptées au sillage du résineux de 35 ans. Et que voilà, nous, notre démarche a été d'aller voir le scieur le plus proche, les scieurs les plus proches, et on a eu la chance de tomber sur un scieur qui était également bûcheron. En fait, son père lui a transmis la passion et le métier du bûcheronnage, et il est devenu scieur en plus de ça. Donc on a eu affaire à quelqu'un qui nous a fourni du bois, dont il supervisait à la fois le sillage et le bûcheronnage. Donc il nous a permis de savoir d'où venait le bois. C'est lui qui avait repris en fait, les clients de son propre père. Donc on a pu avoir dans notre démarche une visibilité sur toute la chaîne. On a véritablement vu la forêt de feuillus dans laquelle il y avait aussi des Douglas, etc., dans un périmètre proche. Où est-ce qu'ils ont été coupés, où est-ce qu'ils ont séché, où est-ce qu'ils ont été débités. Voilà, ce qui n'est pas plus si courant aujourd'hui dans les filières bois, quoi. Après, il y a des impasses. On n'a pas le temps d'en parler ce soir parce que souvent, quand on a 2 heures, on finit après avoir parlé des 8 matériaux, à dire en fait, il y a plein d'impasses dans ce projet et on vous les présente. Là, il y a au fil de l'eau comme ça, c'est vrai que la partie visserie, c'est quelque chose qui a plombé considérablement le bilan carbone de l'opération. On a eu le choix de faire des assemblages traditionnels et finalement, d'un point de vue juste purement financier, on n'a pas été si loin. Donc les vis aussi nous ont posé beaucoup de questions sur l'ossature bois. 12 minutes, c'était pas très bien. Le chanvre, c'est l'histoire d'une rencontre extraordinaire avec Philippe et Antoine. Philippe et Antoine, ils ont construit, imaginé et développé une chanvrier en circuit court qui s'appelle Ecopertica. Antoine, c'est lui. C'est vraiment le point de rupture du projet du Costil. C'est quelqu'un de passionnant qui est dans son territoire depuis déjà une trentaine d'années, qui travaille pour œuvrer au développement du chanvre local. Et ils ont monté au point un outil complètement extraordinaire en France, qui n'existe de façon très très marginale en France, et pas du tout en Europe, donc c'est vraiment pionnier en la matière, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Ils ont développé le terre-chanvre, qui permet d'avoir une alternative au béton de chanvre, qui sort des cadres des règles professionnelles, mais qui permet de changer le liant de la chaux, du ciment, ou des liants tels qu'on connaît qui sont réglementés, avec de la terre argileuse, ce qui permet d'avoir des bilans carbone bien meilleurs. Donc voilà. Le chanvre, c'est 45 km du chantier, donc une plantation de 25 hectares exploitée par Antoine et Philippe, tous les deux, et qu'on mis au point cet outil qu'on voit, un outil très artisanal qui permet de défibrer le chanvre et de dissocier 2 parties conséquentes de la plante. Une partie laine, qui est la partie fibreuse externe de la plante qui permet d'acheminer les nutriments, et une partie à l'intérieur qui est l'écorce, qui est donc la chènevotte, qui sera mélangée avec la terre crue, et qui sera projeté soit entre les montants d'ossature, entre les écharpes de contreventement. Donc ça, c'est sur 15 cm, le terre-chanvre nous permet d'avoir une interface intérieur-extérieure en remplissage entre les montants d'ossature, soit dans la rénovation, directement sur des murs en briques, qui nous permettent d'avoir aussi ce principe de mur monocouche, ou de la brique au terre-chanvre en un matériau unique. On le voit là-haut, il y a un peu de pare-vapeur quand même qu'on a dû mettre pour la laine de chanvre. Il y a quelques endroits comme ça où on se retrouve avec un peu de plastique, mais c'est le moins possible. Est-ce que... Voilà. Donc ce qui était intéressant avec ce chanvre quand même, c'est qu'on le retrouve sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, à tous les endroits du bâtiment, sur la rénovation, sur l'extension bois, dans les rampants, dans les combles, dans les planchers, un peu sous toutes ses formes. Donc ça nous a vraiment été très utile pour assurer toute la partie isolante, mais pas que. C'est peut-être juste
habituellement, quand on est devant des personnes qui sont plus grand public, on explique l'intérêt de la terre, d'avoir de la masse dans un bâtiment et de la complète du chanvre pour pouvoir allier masse pour le confort d'été et isolant pour le confort d'hiver, les questions de perspirance, les questions de régulation de l'humidité. Je pense que tout le monde est assez familier avec ça dans cette salle. Et peut-être simplement donner notre retour d'expérience, parce que le bâtiment est fini depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que nous, on a quand même un très bon rapport avec les commanditaires, et ça nous est arrivé d'y aller à différentes saisons. Et c'est vrai que l'alliance terre-chanvre, enduit terre ou enduit chaussable, franchement, le niveau de confort et le niveau de consommation de la maison à différentes saisons marche extrêmement bien. Enfin, pour l'instant, ça fait 1 an et demi, le retour est quand même assez incroyable, quoi. Voilà. Oui, c'est oui. Juste une question pour la projection à terre chanvre, est-ce que vous avez utilisé la terre du site du coup? Alors, là, en l'occurrence, c'est pas la terre du site, c'est la terre criblée amenée par Ecopartica à 30 km. C'est une terre particulière qui doit être préparée en amont pour passer dans la machine et avoir des bus qui fonctionnent bien. Dans l'idéal, sur la terre du site, elle est partout sous toutes ses formes. On a beaucoup utilisé la terre du site, sauf pour le terre chanvre projeté avec la machine d'Antoine qui voulait avoir une criblée particulière. Donc la terre crue qui vient de la terre chanvre n'est pas celle du site parce qu'elle devait être criblée avant. Et effectivement, c'est assez frustrant pour nous de pouvoir raconter cette parole habitante, de vivre dans une maison en chanvre, c'est quelque chose de complètement extraordinaire et qu'on peut passer complètement à côté si on n'a pas vécu. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut le tester au quotidien pour se rendre compte qu'on ne parle pas du même bâtiment, on ne parle pas d'une maison, c'est pas comparable, on n'est pas en train de comparer des degrés d'isolation ou des degrés de confort. C'est quelque chose où il y a une expérience sensorielle qui est complètement immersive, qui est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, on essaie de le quantifier avec la filière champ, avec Construction Champ notamment, on essaie de développer les règles de pro, on essaie de développer des essais en laboratoire pour amener ces questions de l'hygrométrie, des choses comme ça qui nous permettent de développer et de pousser les curseurs de compréhension du matériau, sauf que c'est insuffisant. Aujourd'hui, scientifiquement, on n'a pas les moyens, les outils techniques pour montrer à quel point le bâtiment et l'isolation avec du béton champ ou du terre champ est extraordinaire et que tant qu'on l'a pas vécu, on a du mal à l'imaginer. 14 dans la partie rénovation. Ouais, on a mis 14 cm entre le montant de d'ossature et la partie rénovation, ce qui est rétrospectivement à mon sens beaucoup trop. On aurait dû faire beaucoup moins que ça. 8 cm aurait suffi amplement, mais voilà, on a voulu mettre plus parce que ça correspond aussi à la trame de l'ossature. Enfin, il y avait des réflexions un peu. Oui. Pourquoi vous avez fait le choix de la projection et comment vous avez défini sur ce chantier-là? Qu'est-ce que vous faisiez plutôt en chantier école et en chantier participatif et quand est-ce que vous faisiez appel à des professionnels? Il y a une question déjà fondamentale, c'est la question du coût et des prix au mètre carré. Là, on n'a jamais pu imaginer une seconde vis-à-vis des clients. L'impératif économique n'était pas une donnée de base d'aller inviter des bénévoles à travailler gratuitement dans le cadre d'un chantier où la notion du coût n'était pas une donnée d'entrée. Jamais on aurait pu inviter nécessairement des bénévoles pour travailler gratuitement pour un projet millionnaire sur une maison qui vaut 4 200 € le mètre carré. C'était juste politiquement incorrect de notre part. Donc les chantiers écoles, c'est nous qui les avons ciblés pour pouvoir inviter des gens à se former à des techniques. Et sur la question du terre-champ, on voulait vraiment travailler avec Antoine et l'homme, avec cette technique, développer cette filière qui malheureusement existe depuis 15 ans, qui sont dans une précarité folle, ils se payent très mal, ils travaillent comme des fous toute la journée. D'ailleurs, ils ont mis la clé sous la porte il y a 6 mois. Tout le monde a arrêté Ecopartica, c'est dommage, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment les accompagner le plus possible. Parce que aussi par militantisme, ils se sous-payent, et c'était un peu absurde, enfin bref. Donc voilà, il y a des chantiers écoles qu'on a organisés pour avancer un peu la science et inclure du grand public sur le chantier, mais c'était jamais pour concurrencer des entreprises, parce qu'il y a des corps de métier qui existent et qu'on ne voulait pas faire de la concurrence déloyale, sous prétexte que le chantier c'est cool et c'est sympa, en fait on fait baisser les prix du mètre carré, c'était pas le cadre du projet. Ouais, et puis il y a un facteur, c'est que faire projeter du terre-chanvre ou du chaud-chanvre à des bénévoles toute la journée, c'est pas forcément très intéressant, c'est pas très convivial. En fait, il y a du bruit, il y a une lance, c'est un vrai boulot chiant, quoi. Enfin, versus les chantiers qu'on a pu organiser, on a pu cibler des trucs qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, qui marchent mieux en travail à la chaîne et tout ça, que de leur faire des ouvrages. Oui, mais ça existe sans projeteuse aussi.
Oui, Oui, après, c'est clair. Nos collègues marseillais l'ont fait justement, ils viennent d'isoler un bâtiment, 30 mètres carrés de façade avec du terre-paille plutôt blanchet. Et c'était super, ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est convivial, c'est à Marseille, il fait beau, c'est cool. Mais effectivement, on se pose la question sur un projet qui, cette année, de plutôt travailler en terre-paille, en terre-chanvre blanchet. Ce qui permettra aussi, c'était la question aussi de la terre, c'est vrai que l'usage de la terre criblée, hein? Ouais, c'est pas la prochaine. Oui, ah oui, c'est pas la prochaine, c'est pas grave. L'usage de la terre criblée, c'est aussi, pour pouvoir utiliser la crocheteuse, il faut utiliser de la terre ultra criblée, dans de la barbotine très très liquide pour pas boucher les buses, et bon, voilà. Par contre, un ouvrage dans lequel on a pu utiliser de la terre vraiment locale pour le coup, qui vient de chez le voisin Jean-Luc qui venait de creuser le Mars, c'est sur une partie du projet où on a réalisé un plancher en chantier participatif également, pour venir isoler acoustiquement l'étage de la partie bois. C'est vrai que dans le bois, c'est toujours une grande question, l'isolation acoustique entre les pièces. Et là, on a trouvé une solution, pareil, qui coûtait pas grand-chose en matériaux, mais qui était assez ouvrageuse et qui demandait plutôt de la main-d'œuvre. On en est assez fiers parce que c'est un poste sur lequel on a réussi à descendre à moins de 500 mètres du projet pour réaliser ce plancher. Et ce plancher, donc, il est en quenouille. Il est formé de 700 quenouilles inspirées d'une technique qu'on voit partout en Normandie, un peu partout en France, dans les bâtis anciens, souvent dans les planchers, même dans les cloisons. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à inviter une quinzaine de bénévoles à venir en Normandie l'été, voilà, d'aller le premier jour couper combien de mètres de perches de châtaignier dans la forêt de noisetier, je ne sais plus, à la serpe, les transporter, les écorcer, les couper à l'égoïne en petits échalas de 34 cm. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, on va voir Romain Bourgault, le voisin qui a du bétail et qui nous a vendu 2 bottes de paille pour la modique somme de 40 €. Voilà. Puis récupérer la terre de Jean-Luc, le voisin, qui nous a donné, si je me souviens bien, après avoir creusé sa main. Et voilà, et on met la terre à tremper pendant une nuit. Et ensuite, on répand le foin sur une grande table de mélange comme ça. On met de la barbotine par-dessus. Ah, on l'a pas, on l'a pas ici. Sur la paille, on remet une couche de paille, on remet de la barbotine, on fait une espèce de lasagne comme ça. Et puis après, on prend des tiges de châtaignier et on vient rouler comme ça, comme des espèces de sushis. C'est ce mélange de terre et de paille. Et on en fait 700 comme ça. Voilà. Et après, on le place entre solives et on laisse sécher pendant 6 semaines. Un peu plus que ça. C'était pendant l'été 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez du temps qu'il faisait. Pendant l'été 2021, en Normandie, le temps de séchage a un peu été un petit peu augmenté, on va pas se mentir. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraissait théorique, ça paraissait un peu loufoque, c'était aussi pour le plaisir de faire un chantier où il y a des gens de tous les âges et de tous les horizons. Mais réellement, aujourd'hui, maintenant qu'on a pu expérimenter la maison, le niveau d'insonorisation est assez incroyable pour de cette urbaine. Et il y a une dimension humaine qui éclot de cette semaine de chantier école. Première semaine de septembre, de souvenirs. 18 bénévoles au total, encadrés par Luc Van Leeuwen-Huize, qui est donc expert du bâti ancien, qui encadre donc ces 18 stagiaires. Nous, on était sur place aussi pour reprendre la technique. Et en fait, on avait la chance de travailler en parallèle des entreprises de maçonnerie et de charpente, ce qui fait que tous les soirs, on avait des dîners de 30-40 personnes en train de discuter, de réfléchir à cette technique, à plein de choses. Ce qui rendait le chantier très riche en interaction sociale, en lieu de vie, en lieu de partage, qui nous a beaucoup plu. Et on le voit d'ailleurs, ça c'est la levée du drapeau, la semaine Clairon avec les charpentiers et tous les bénévoles, pour la fin du gros œuvre. Donc c'était un moment un peu de fête où on avait invité tous les gens du village à venir partager avec nous ce moment. Ça, c'est un micro-dessin de la chaîne humaine qui a été organisée qu'on voit très bien dans les vidéos, pour descendre les 700 communes entre l'atelier et le chantier. Est-ce que tu viens sur le liège, du coup? C'est un petit... on a passé le liège, exact. Le liège, c'est un complément à l'isolation en chanvre. Le chanvre, c'est génial, c'est super, mais ça craint l'eau, et on avait besoin d'un isolant imputrescible et biosourcé.
on a évidemment orienté notre volonté de travailler avec le liège, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liège, ou alors très très peu de façon anecdotique dans le Var. Il n'y a plus de liège en France, tout le liège qu'on connaît est produit au Portugal ou en Espagne. Donc, PFAR, est-ce qu'on utilise du liège biosourcé qui vient de Portugal, ou alors on utilise du polystyrène qui vient de peut-être moins loin, ou peut-être différemment, ou peut-être on n'en sait rien. Mais on s'est posé cette question-là, et en fait, grâce à Antoine de Ecopartica, on a découvert la chaîne du liège, qui est une association assez remarquable qui œuvre depuis longtemps à la récolte de tous les bouchons de liège qu'on utilise au quotidien, tous les jours. Donc finalement, on va les assez peu. On a l'impression que c'est des déchets qu'on met à la poubelle et on ne sait pas trop comment ça les transformer ensuite. Lui, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont monté un partenariat avec des restaurateurs, dont Benoît, de l'hôtel du Sap, où ils récupèrent tous les bouchons de liège qui viennent broyer avec un institut médicalisé avec des jeunes en insertion notamment, où ils broient le liège dans une broyeuse artisanale. Et on récupère cette matière première qui vient nous permettre d'être mélangée avec de la chaux dans les pieds de mur et qui nous permet d'avoir une barrière sur la montée capillaire et de se protéger sur l'imputractibilité du liège vis-à-vis de d'autres isolants biosourcés. Peut-être juste une précision, c'est vrai que c'est une micro-filière, c'est très petit et ils n'ont pas de quoi isoler des milliers de maisons chaque année. Et un des freins, juste pour donner une idée à cette filière, c'est notamment et c'est un truc vraiment compliqué, c'est l'air bête, mais c'est énormément de main-d'œuvre. Ils travaillent pour ça avec des jeunes en insertion, parce que le plus dur, c'est pas de récolter les bouchons, les acheminer, les broyer, etc. Le plus dur, c'est de les trier, parce qu'aujourd'hui, la moitié des bouchons sont en plastique, et ils sont en plastique qui ressemble à du liège, et si on met un bouchon en plastique dans une broyeuse, la broyeuse ne résiste pas. Donc en fait, c'est aujourd'hui ça le principal frein à généraliser la filière. Ceci dit, les chaînes du liège, je crois qu'il y en a dans plein de régions différentes, et peut-être même à Nantes. Je sais qu'il y en a à Paris aussi et que ça existe. On n'avons plus tout le temps. Un autre matériau intéressant pour la question du réemploi, c'est pour un sol qu'on a réalisé dans la partie salon. On a travaillé avec Atelier Rare, Camille Muret notamment, qui a aussi des rencontres incroyables sur ce projet, où c'était vraiment un acteur déterminant, qui dans la vie récupère des fenêtres sur des chantiers de démolition, des fenêtres essentiellement en bois quand on en trouve. Il faut se rendre compte que les fenêtres, c'est un des plus gros déchets dans le bâtiment aujourd'hui. Je crois qu'il y en a 4 millions chaque année en France qui sont démontés et jetées à la benne. Et donc elle en récupère une toute petite partie, elle est dans son atelier, et avec Atelier Rare et son associé Rachel, elle démonte chacun des montants. Il faut les déclouter, les poncer, enlever la peinture, les déligner pour enfin pouvoir récupérer quand même un matériau qui coûte cher aujourd'hui, et c'est là que ça devient intéressant, et ça devient de plus en plus intéressant, c'est que c'est quand même du chêne massif, et avec ce chêne massif, de ce montant, quand on peut en faire plein de choses. Et par exemple, pour ce projet, ça a été mis en œuvre en bois debout. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui n'est pas du tout comme du parquet, on met le bois comme ça à plat, c'est le bois est debout, il est plutôt dans le sens de la fibre. On voit plutôt ça sur les planches de découpage de boucher, ou sur certains halls d'entrée, etc., dans des vieux bâtiments, et c'était mis en œuvre comme ça parce que la résistance est bien plus importante. Et donc en fait, on prend les petites tranches, de bois, on les colle sur des petites plaques de liège, et après elles sont mises en œuvre sur site, et la pose a pris à peu près une semaine. Donc, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler plus que ça. Et le dernier matériau, c'est le châtaignier. Et une fois de plus, c'est une rencontre exceptionnelle que... Donc le dernier matériau, mais pas des moindres, les ganivelles de Hubert, c'est du châtaignier que Hubert met sous forme de ganivelle. Vous savez, ganivelle, c'est des petits piquets de clôture souvent dans les jardins publics. Et on avait vraiment envie de travailler avec Hubert. C'est un des derniers détendeurs de cette machine 100% artisanale, qui vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs, qui bouge mécaniquement à la force de son bras. Et Hubert, il travaille avec Gérald et Ardiguel. Ardiguel, c'est le cheval qui parle breton, pour débarder la forêt, le taillis de châtaignier, multicentenaire, qui servait à l'époque pour faire des barils de vin et de cidre, qui partaient notamment de croisière ou autres.
Et donc voilà, donc en gros cette filière, on a remonté avec lui dans sa forêt de Tailly pour comprendre un peu les mécanismes et la façon de faire. Et cette rencontre avec Hubert nous a donné envie de travailler avec son petit bois, donc c'est des petits échalacs qui font 3-4 cm de diamètre, qui font 1 mètre, 1 mètre 20 de long. Et avec Hubert, avec Benoît et Jonathan, on a imaginé un bardage qui viendrait se poser sur le bâtiment par l'extérieur, qui nous permettrait d'avoir une logique de claire-voie, à savoir de protéger déjà l'enduit mécaniquement dans le temps, mais aussi d'apporter une protection solaire mise extérieure à cette façade qu'on a vue très vitrée. Ça nous permettait d'intégrer des protections solaires dans ce bardage-là. Et aussi, c'était un peu une volonté qu'on avait avec Rodolphe et Yoshimi, de retrouver à terme le lierre qu'on aimait beaucoup au début, qu'on a dû déposer pour faire le bâtiment, mais on rêve de voir repousser peut-être pas du lierre, mais du houblon ou des capucines sur ce bâtiment, pour que la faune et la flore reviennent. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de hirondelles qui avaient fait leur nid dans le bardage, et tout le monde était ravi de ça. Une photo du chantier. Oui, le bouquin, si vous voulez continuer plus loin, le tour des matériaux écologiques, 28 € en librairie. Malheureusement, on ne l'a plus ce soir, mais voilà. Ça raconte un peu tout le chemin. Et ça raconte aussi un tout petit truc, et c'est important qu'on en parle à chaque fois, parce que sinon on est soupçonné de cacher les choses sous le tapis. Mais on n'a pas eu le temps de parler des impasses du projet, et c'est vrai qu'il y en a. Il y a des points sur lesquels on n'a pas pu faire autrement, et je préfère vraiment le dire, parce que sinon c'est un peu mentir. Pour les ardoises, notamment en couverture, on a eu du mal à trouver des solutions. Pour les ardoises, c'est des ardoises qui viennent d'Espagne. On n'a pas trouvé en fait, il n'y a plus d'exploitation d'ardoises en France, à part près d'Angers, et il y en a 3,5 qui sortent pour du monument historique. Donc la prochaine fois, on essaiera d'aller sur le bon coin, ou je sais pas quoi, mais on n'a pas trouvé. La partie bois est couverte avec du cuivre. On n'a pas pu faire autrement non plus, malheureusement, à cause des services d'urbanisme. Enfin bon, voilà. Et il y a même un peu de béton dans le bâtiment. Il y a un petit chaînage sur la partie en briques. On n'a pas pu faire autrement, simplement pour la sécurité des équipes. Parce que quand on enlève la toiture d'un bâtiment en briques, c'est très inquiétant ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais il faut vite agir pour être sûr d'être en sécurité. Et voilà, ça reste marginal, mais je préfère le dire. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre Merci à tous.